donc, nous accueillons maintenant Thomas Thiebaud. Thomas Thiebaud est géochimiste. Il est maître de conférence à l'École pratique des hautes études à Paris. Et il s'intéresse au devenir des micropolluants organiques, notamment dans les rivières. Mais ce dont il va nous parler aujourd'hui, c'est donc les techniques analytiques pour évaluer la santé des populations par les eaux usées. Et la parole est à vous. Merci beaucoup Marina pour l'introduction et la Fondation de la Maison de la Chimie pour l'invitation. Donc oui, aujourd'hui, on a eu déjà ce matin des présentations sur le fait que les eaux usées n'étaient plus seulement un déchet, mais également une ressource. Et je vais essayer de vous parler pendant une vingtaine de minutes autour du fait que ces eaux usées, elles sont collectrices d'informations, donc ressources d'informations sur l'état de santé, éventuellement même de bien-être des populations qui les excrètent. Alors évidemment, cette approche-là, elle n'est pas nouvelle, et au milieu du 19e siècle, Victor Hugo, dans Les Misérables, disait cette phrase, donc l'égout, c'est la conscience de la ville, tout y converge et s'y confronte, dans ce lieu livide, il y a des ténèbres, mais il n'y a plus de secret. La construction du réseau d'égouts parisien date du 19e siècle, 16 km seulement après la Révolution, on est à 2600 km aujourd'hui. Évidemment, la population a évolué. Vous avez quelques images ici. Le réseau d'assainissement parisien a la particularité d'être un réseau visitable, à hauteur d'homme. Et puis, il fut une époque aussi où c'était le nec plus ultra pour la haute bourgeoisie de visiter ce réseau, qui est un réseau unitaire, on y reviendra. Mais bon, déjà, à l'époque, la prise de conscience, le livre 5 des Misérables s'appelle « L'intestin du Léviathan », les égouts comme l'intestin de la vie. Évidemment, pour que ces égouts collectent des informations, il faut collecter de l'eau usée. Et longtemps, on a vu cette eau usée comme présentant un risque, finalement, pour l'environnement. Donc, on est dans un cycle qu'on appelle de consommation-excrétion. Par exemple, pour un produit pharmaceutique, vous le consommez, vous le métabolisez, vous en excrétez une partie qui est transférée par les eaux usées dans les stations de traitement des eaux usées, puis rejetée dans le milieu naturel. Et donc, longtemps, on a eu cette vision de protéger le milieu naturel. Comme Laurent vous l'a montré, il y a eu un point de bascule dans les années 70. Ici, vous avez l'évolution du volume d'eau usée collectée en agglomération parisienne, et puis l'évolution de la volume d'eau usée traitée, donc c'est la zone en vert, avec la mise en place de différentes tranches de stations d'épuration par le syndicat d'assainissement parisien depuis les années 70 notamment, qui a permis finalement là, d'avoir une collecte qu'on espère subtotale en tout cas des eaux usées produites, et puis surtout de protéger l'environnement. C'était vraiment le premier enjeu, notamment autour des pollutions type nutriments et carbone, mais évidemment aussi après autour des micropolluants. Et depuis une grosse vingtaine d'années, on essaye de se dire cette eau usée, on va regarder un petit peu par-dessus l'épaule quel type d'informations on peut obtenir. Alors des informations sur quoi? On va voir après, mais dans un premier temps, l'eau usée, c'est quoi? C'est-à-dire, en fonction évidemment de la typologie d'eau qu'on va retrouver dans l'eau usée brute, on va être en capacité de recalculer différents usages. Donc une eau usée dans un réseau unitaire, comme c'est le cas pour l'agglomération parisienne aujourd'hui, va collecter différents types d'eau, donc les eaux vannes, principalement les eaux de toilette, mais également les eaux grises, toutes les eaux sanitaires que vous utilisez à la maison, qui représentent un pourcentage autour de 20-25% de l'eau usée en fonction si on est en temps sec ou en temps de pluie, les effluents industriels, qui vont avoir aussi une typologie de contamination et de composition organique et microbiologique un petit peu distincte, et puis les eaux de lessivage urbain, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, ces eaux de lessivage urbain, on est dans un réseau unitaire, vont être mélangées avec ce qu'on a longtemps appelé les eaux brunes pour former les eaux usées. Et donc chacune de tous ces types d'eau sont collectés, puis envoyés en station de traitement des eaux usées. Alors, juste pour vous donner l'idée aussi de l'échelle, la station Seine-Aval ici, qui est située sur le site d'Acher, qui fait quasiment 1 km de long, qui est certes une très grosse station d'épuration, mais on est vraiment sur des systèmes très concentrés, industrialisés, pour gérer des très grands volumes d'eau usée. Et donc, quand on se situe en l'amont de cette station d'épuration, un chimiste va dire on peut essentiellement observer toute la chimie utilisée dans la ville. Donc, je vous l'ai dit, c'est un chimiste qui a dit ça, mais dans l'absolu, un autre corps de métier pourrait dire la même chose pour d'autres aspects. C'est-à-dire que l'eau usée, c'est vraiment, finalement, le vecteur collecteur de toutes les informations, tous les rejets possibles de la ville. Donc, il y a des éléments aussi de manière un petit peu, alors là c'est un petit peu anecdotique, mais si vous regardez par exemple en juillet 2018, un événement peut-être que certains d'entre vous avaient vécu, l'évolution du bruit sismique de cette belle journée de juillet, vous avez quatre moments forts pendant une période, et puis vous avez l'évolution de la demande en eau, potable, qui va devenir ensuite de l'eau usée, qui correspond en fait à la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et l'Argentine, donc nous avions gagné 4-2 à l'époque, n'est-ce pas, et donc la Croatie, pardon. Donc les 4 buts de l'équipe de France, augmentation du bruit sismique, et puis le match de foot, on consomme beaucoup plus d'eau avant, après le match et lors de la mi-temps. Donc d'une certaine manière, c'est l'idée que des pratiques liées à un usage événementiel, on va être en capacité de revenir sur des usages d'un point de vue quantitatif. Donc là, c'est la demande en eau. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin.
Des secrets qui sont beaucoup moins connus, parce qu'on pourrait se dire, si on veut connaître la consommation de café, autant aller demander aux officines ou aux magasins combien ils ont vendu de café. Il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas faire ça. Et donc la discipline s'est vraiment développée au départ sur les drogues illicites, sur l'idée d'un éminent scientifique américain, Christian Doughton, qui est chimiste, évidemment qu'il était chimiste, avec cette idée de dire, est-ce que les eaux usées, finalement, le contenu des substances illicites dans les eaux usées, les drogues illicites de manière générale, j'y reviendrai, peuvent nous renseigner sur les usages qui sont faits en population. Et puis, partant, d'autres approches ont été utilisées, par exemple l'exposition à la contamination atmosphérique. On a du mal à la caractériser d'un point de vue spatio-temporel, mais finalement, on y est exposé, et quand on y est exposé, on va métaboliser ces contaminations, les excréter notamment via les urines, et donc l'idée, c'est de regarder dans les eaux usées, est-ce qu'on est en capacité d'estimer cette exposition. Et enfin, Laurent a gentiment fait le lien, mais la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable dans les eaux usées de détecter du matériel génétique dérivé de pathogènes qui nous permettent d'estimer la circulation d'épidémies en population. Et alors évidemment, en fonction des types d'eau que je vous ai présentés tout à l'heure, il y a des types d'eau typiquement qui ne vont pas nous intéresser pour certains usages. Typiquement les eaux de lessivage urbain, elles vont avoir tendance à plutôt charrier des métaux et des macrodéchets qui ne sont pas forcément d'intérêt pour évaluer la santé et le bien-être des populations. Les rejets industriels vont avoir certaines typologies de produits, comme par exemple certains biocides, des retardатeurs de flamme, comme vous l'a dit Cécile tout à l'heure, mais c'est moins la focale en fait aussi de l'épidémiologie basée sur les eaux usées, qui s'est principalement concentrée sur les eaux domestiques à travers les pathogènes, les virus pathogènes potentiellement, les micro-organismes qui peuvent être pathogènes, les produits pharmaceutiques, les résidus de drogue ou encore le bol alimentaire et ce qu'on boit au quotidien. La grande force de la donnée eaux usées, c'est qu'on considère que c'est une donnée quantitative objective. Il y a une vingtaine d'années, quand on voulait savoir quels étaient les usages de drogue dans une ville, on faisait une enquête et on considère aussi que ces enquêtes, elles sont sujettes à des réponses qui peuvent être plus ou moins objectives en fonction soit de la population enquêtée, soit de la véracité ou de l'honnêteté des réponses qui sont fournies. L'eau usée, elle a cet avantage-là que, d'une certaine manière, elle ne ment pas si on arrive à analyser son contenu de manière robuste. Et l'autre gros point fort de l'eau usée, si on s'intéresse de manière générale au bien-être des populations, c'est qu'on est très proche des sources d'excrétion et que, heureusement, la majorité des molécules qui sont présentes dans les eaux usées brutes, on ne les retrouve plus dans le milieu naturel, mais le fait d'être dans les eaux usées brutes, on va avoir des signaux qui sont beaucoup plus variés et à des concentrations beaucoup plus élevées, donc a priori plus facile à analyser. Ça se discute, mais on peut le voir un petit peu comme ça. Donc en gros, simplement, comment ça marche l'épidémiologie basée sur les eaux usées, c'est quelque chose de très simple. On utilise une molécule, on y est exposé, on la métabolise dans notre organisme, on l'excrète via les urines ou les fesses en fonction de ses propriétés physico-chimiques, c'est collecté en station d'épuration, de traitement des eaux usées. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure une concentration dans l'analyte qui nous intéresse, dans cette eau usée brute, et puis on va transformer cette valeur de concentration, on va la normaliser par rapport au débit, par rapport à la dose consommée, par rapport à la population, pour revenir à pour certains cas, à un nombre de doses consommées par jour et par 1000 habitants pour une molécule donnée. Donc ça, c'est le cas idéal de l'épidémiologie basée sur les eaux usées, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette vision quantitative d'un usage, d'une pratique effectuée dans une zone de collecte. Évidemment, associé à ça, vous en avez entendu parler précédemment, il y a cette notion d'erreur, j'y reviendrai tout à l'heure. Je suis extrêmement optimiste sur la taille de ce triangle qui, en fait, part de beaucoup plus large. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir beaucoup d'humilité dans les résultats qu'on produit, quand bien même on est assez confiant sur le fait qu'ils ont un sens. Rapidement, une petite étude bibliométrique pour vous montrer que l'épidémiologie basée sur les eaux usées elle a été assez confidentielle pendant une dizaine d'années. La première étude publiée sur les drogues illicites, c'est en 2008. Ensuite, il y a eu les produits pharmaceutiques, d'autres dérivés, bol alimentaire, stress oxydatif aussi. Mais c'est réellement la pandémie de Covid-19 avec l'analyse de matériel génétique de SARS-CoV-2 dans les eaux usées qui a fait exploser cette discipline. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'action publique avait besoin aussi de s'armer, d'être outillée par un outil différent des tests, par un outil différent pour obtenir de l'information en population. Et l'eau usée est apparue comme particulièrement prometteuse de ce point de vue-là. J'en dirai un mot en dernier exemple. Et donc, on a cette espèce d'addition où on a vraiment démarré sur les substances illicites avec cet objectif de revenir à des pratiques et on diversifie maintenant progressivement les traceurs qu'on suit dans les eaux usées pour arriver à une liste qui est de plus en plus significative. Alors après, maintenant, ça veut dire on fait comment ? Donc la première étape, déjà, c'est de mesurer une molécule dans de l'eau usée. Donc ici, vous avez l'exemple d'une équipe belge qui a mesuré la méthadone pendant 1 an en entrée d'une station d'épuration à Bruxelles. Bon. Donc on voit la variation ici, c'est la concentration est exprimée en milligrammes par jour par 1000 équivalents habitants. Bon, voilà, vous avez cette variation qui est un peu erratique, on ne sait pas trop quoi en dire. On a un médicament.
quelle valeur ajoutée par rapport à d'autres aspects qu'on peut présenter, ce n'est pas forcément très net. Mais un autre exemple, qui est ici la MDMA, donc le produit qu'on excrète quand on consomme de l'ecstasy, vous avez ici une dynamique qui apparaît comme un petit peu plus cyclique. Et évidemment, cette cyclicité, elle est liée à son usage qui est principalement un usage récréatif, donc une dynamique semaine-week-end de contamination, avec notamment un très grand pic de contamination à la nouvelle année. Donc, quand bien même on savait ab initio que la MDMA était principalement consommée les week-ends du fait de son usage récréatif, la valeur ajoutée de l'épidémiologie basée sur les eaux usées, c'est de permettre de donner en temps quasi réel, finalement, et de quantifier cette variabilité d'usage semaine-week-end ou liée à des événements particuliers. Donc, sur le comment, il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est d'identifier dans les eaux usées une molécule qu'on peut relier de manière spécifique à un traceur. Et ça, ce n'est pas forcément le plus commode. Ici, je vous présente le cas des opiacés. Donc les opiacés, c'est un mélange entre des produits licites et illicites. Vous avez par exemple l'héroïne, produit illicite, la morphine, la folcodine et la codéine, qui sont tous quatre des produits consommés. Et en fait, chacun de ces produits, on va les métaboliser, notamment par voie rénale, en différents sous-produits, qui d'ailleurs s'entrecroisent entre eux. Et donc, si je veux recalculer la consommation d'héroïne, j'ai assez peu de traceurs spécifiques de l'héroïne. En fait, j'en ai deux. J'ai soit l'héroïne, soit la 6-monoacétylmorphine ici. Mais l'héroïne étant excrétée à 0,025% de la dose consommée, clairement, je suis en dessous de mes limites de détection. Et donc, on préfère analyser la 6-monoacétylmorphine. Par contre, si je souhaite estimer l'usage de la morphine, en fait, j'ai aucun sous-produit qui est spécifique de la morphine. Donc, il faut déconvoluer des signaux. Et c'est des travaux qui sont toujours un petit peu difficiles. Pourquoi ? Parce qu'on rajoute un facteur d'erreur, alors qu'objectivement, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Un autre élément, c'est une eau usée, c'est quelque chose de très réactif. Donc là, ne regardez surtout pas le nom des molécules, je vais vous en sortir 3. Là, l'idée, c'est voir l'évolution de la concentration relative dans une eau usée après un certain temps. Donc un temps entre 2 et 48 heures en fonction de tout un tas de types d'eau usée, l'idée n'est pas là. Mais vous avez par exemple le cas d'un édulcorant comme l'acésulfame. Bon, à l'échelle testée qui est ici, à l'échelle de 12 heures, on n'a quasiment pas de variabilité de la concentration de cette molécule dans l'eau usée. Donc on considère que c'est un bon traceur, un traceur robuste sur lequel sa stabilité ne va pas impacter finalement notre lecture des usages. La méthadone, à l'inverse, à partir de 24 heures de temps de résidence dans l'eau usée, on va avoir des dégradations qui vont être très importantes, donc souvent par la biodégradation en l'occurrence. Et donc il va falloir prendre en compte un facteur de stabilité, c'est-à-dire que si j'excrète 1 mg, mais que 12 heures après, j'en ai plus que 0,1 mg et que je veux estimer l'usage initial, j'ai besoin de prendre en compte cette perte d'information. Et le dernier cas, c'est la benzoylecgonine, qui est un produit de dégradation de la cocaïne, qui est un produit de dégradation qui est produit dans les eaux usées en tant que tel, et donc sa concentration relative, elle augmente dans l'eau usée, et donc là, on va être obligé d'utiliser un facteur de stabilité négatif, en fait, parce qu'on produit cette molécule dans l'eau usée par dégradation du composé parent. Donc 3 cas de figure qu'il est évidemment indispensable d'évaluer. Je vous parlais tout à l'heure de l'erreur analytique. Ici, c'est une étude à l'échelle internationale. Chaque point représente un laboratoire qui a contribué pour analyser des drogues illicites, parce que c'est vraiment l'aspect sur lequel il y a un réseau européen, c'est très développé aujourd'hui. Donc ici, vous avez la concentration fixée pour chacun des échantillons en unité log et la déviation standard qui a été observée dans le cumul de tous les laboratoires. En fait, ce qu'on observe, c'est que déjà, moins la concentration est grande, plus le facteur d'erreur est élevé, ce qui en chimie est relativement logique, mais que même pour des concentrations très significatives, pour certains composés, on pouvait avoir des facteurs d'erreur qui pouvaient aller jusqu'à 40 à 50% de la mesure. Donc, on va essayer d'éviter de discuter des augmentations d'usage de 10% quand on sait que notre erreur analytique est aussi significative. Toujours beaucoup d'humilité. On essaye de donner un message quand il est significatif, sinon avec beaucoup de précautions. Donc une fois qu'on a effectué tout ce travail de validation, métabolisation, excrétion, stabilité dans les matrices, puis ensuite transport, analyse, alors je ne redis pas d'analyse parce que fondamentalement les techniques sont les mêmes que ce que vous a présenté Cécile, avec des échantillons qu'on purifie un petit peu plus parce qu'ils sont un petit peu plus riches. Et donc ce travail de validation est de longue haleine, et ensuite, la question c'est le pourquoi. Parce qu'on a développé tout ça, mais pour répondre à quel type de questions. Donc on a ce workflow, pour reprendre l'expression de Cécile. Donc l'idée c'est d'estimer des usages, donc on mesure dans les eaux usées des molécules, mais finalement, quelle est la valeur ajoutée de cette mesure par rapport à d'autres informations qu'on pourrait collecter par ailleurs. Donc je vais vous en citer quelques exemples. Le premier exemple ici, c'est par exemple le suivi de drogues illicites sur le moyen terme des usages avec l'apparition ou le développement de certains usages. Le cas d'une zone de collecte aux États-Unis dans lequel des collègues ont suivi la méthamphétamine pendant 6 années. Qu'est-ce qu'on observe ? Que sur ces 6 années, la consommation de méthamphétamine a été multipliée par 4 en 6 ans. Alors, on n'est pas en mesure de dire si les consommateurs en font plus usage ou si c'est plus de consommateurs qui en font usage, mais en tout cas, il y a un usage qui augmente. Et ça, c'est clairement une alerte pour les autorités de régulation.
et aussi évidemment pour les autorités de santé publique. Par rapport à la santé publique aux États-Unis, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, le nombre d'overdoses liées aux opiacés est en augmentation constante, donc il a été multiplié par 2 en quelques années. Et des collègues avaient eu l'idée sur une commune, une ville dont ils n'ont pas révélé le nom, de sensibiliser aussi spécifiquement certaines pharmacies sur la latitude qu'ils auraient à délivrer des opiacés. Donc ici, vous avez le nombre d'overdoses reportées par quartier, vous avez l'exposition aux opiacés déterminée dans les eaux usées, et puis ici l'analoxone, qui est un produit qu'on utilise quand une personne fait une overdose, et la buprenorphine qui est un substitut aux opiacés. Donc l'idée, c'était de collecter de manière géographique, de spatialiser aussi un message de sensibilisation aux pharmacies et aux officines sur « attention, vous êtes dans une zone à risque, vendez vos opiacés pour les gens qui en ont réellement besoin uniquement ». Dernier point, c'est la triangulation des informations, c'est-à-dire qu'en France, on a une base de données des usages de produits pharmaceutiques qui s'appelle OpenMedic, mais qui sont uniquement les usages de produits pharmaceutiques sur prescription délivrés en officine. Donc c'est l'information ici en Espagne qui était de même nature, la donnée prescrite, donc on peut la connaître, mais on peut également la comparer avec la donnée eau usée. Donc si vous avez des molécules qui ont été mesurées sur 2 sites, à Barcelone et à Gijón, et vous observez que pour certaines molécules, on sort d'une zone de confiance relative entre ce qui est mesuré dans les eaux usées et ce qui est prescrit. Par exemple, ici, vous avez le paracétamol, ici, vous avez l'ibuprofène, ici, vous avez l'érythromycine et la codéine. Et donc ça nous signifie que cette suivi en eau usée permet aussi de qualifier et de quantifier des usages hors prescription pour lesquels actuellement on n'est pas en capacité de le faire, sachant que les mésusages, par exemple, de paracétamol sont quand même absolument dramatiques pour notre pays, par exemple. Et le dernier point, Aubépine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la pandémie de Covid arrive, l'État a besoin de disposer d'un outil pour évaluer la circulation de l'épidémie en France. Et donc le réseau Aubépine est monté, notamment par Laurent Moulin qui a parlé juste avant. Donc ce réseau, il avait pour ambition de suivre 40% de la population française, 150 stations de traitement des eaux usées, à travers un prélèvement bi-hebdomadaire. Donc vous avez ici la carte. Et ce réseau, il a permis de proposer un indicateur en fait, de la contamination en matériel génétique de SARS-CoV-2 dans les eaux usées. C'est la courbe que vous avez ici, la courbe en vert. Et là, pour le cas d'Orléans, les collègues avaient démontré qu'il y avait une bonne correspondance entre l'évolution de cet indicateur de présence de SARS-CoV-2 dans les eaux usées et soit le taux d'hospitalisation, soit le taux d'incidence en population. Donc là, on était vraiment sur un outil qui aussi peut permettre, à un moment donné, d'anticiper, c'est-à-dire que si on voit une réémergence dans les eaux usées de cette contamination, on peut aussi se préparer à prendre des décisions du point de vue de la santé publique. Parfait. Si on essaye de sortir un petit peu des drogues et des pathogènes, quand bien même c'est extrêmement intéressant et vecteur de aussi beaucoup d'utilité d'un point de vue social et public, des collègues australiens ont essayé de développer une approche, c'est-à-dire dites-moi ce que vous excrétez et je vous donnerai votre profil socio-économique et votre âge. Bon. Et ils ont aggloméré des résultats, et vous avez ici un résultat statistique. Alors comment le comprendre? Ici, c'est plus vous êtes vers le bas, plus la corrélation est forte avec un statut socio-économique désavantagé, c'est l'inverse ici vers le haut, donc plus ou moins avantagé d'un point de vue socio-économique, et puis ici pour des profils plus jeunes et des profils plus âgés vers la droite. Alors qu'est-ce que cette étude a démontré? Une nouvelle fois, rien de très original, c'est-à-dire que les personnes moins jeunes consomment plus de morphine et plus d'antihypertenseurs, ce qui jusqu'à preuve du contraire est assez logique du point de vue des pathologies qu'on va développer lorsqu'on avance dans l'âge. Ensuite, il y avait d'un point de vue socio-économique plus désavantagé des usages de molécules spécifiques, notamment des opiacés, qui étaient mis en avant, une nouvelle fois qu'on peut relier avec, là pour le coup, des mésusages de certains produits. Et puis, ils avaient pu relier aussi le fait d'être, d'un point de vue socio-économique, plutôt avantagé, le bol alimentaire avec beaucoup de produits non carnés, enfin plutôt des dérivés de fibres, et puis également d'autres types de produits. Donc ça sont vraiment des préliminaires, et c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place à l'échelle de l'agglomération parisienne pour travailler sur des indicateurs du bien-être dans les eaux usées. Et donc si on revient à Victor Hugo, qui disait également qu'un égout est un cynique et qu'il dit tout, on peut considérer qu'aujourd'hui, le quoi et le pourquoi sont assez bien clarifiés, c'est-à-dire qu'on est là en soutien à des actions de santé publique, à de la sensibilisation, on est là dans de l'outillage. Le quoi, on a l'objet. Par contre, c'est le comment qui pose problème, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait bien mesurer, on sait bien estimer un usage de manière quantitative, par exemple les produits pharmaceutiques et les drogues illicites. Il y a des choses sur lesquelles on a encore besoin d'autres types de données à mobiliser pour comparer, le cas par exemple des charges virales, le cas du bol alimentaire, le cas des micro-organismes.
Et puis il y a des choses qui en sortent encore à l'étape de la preuve de concept, comme l'évaluation du système immunitaire dans les eaux usées, l'évaluation du microbiote intestinal des gens dans les eaux usées, ou encore du stress oxydatif. Donc finalement un potentiel qui reste très important, et l'idée surtout c'est de sortir de ce tout drogue illicite qui a longtemps été l'apanage de l'épidémiologie basée sur les eaux usées, pour sortir sur des usages qui soient aussi moins clivants et moins potentiellement discriminants en population. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a...